vous donne la parole. Et je commence tout de suite. Donc, je suis Frédéric Fruteau de Laclos. Je suis directeur adjoint des éditions de la Sorbonne, en charge de la philosophie et puis un petit peu des sciences humaines, des sciences sociales. Et je suis venu vous parler ce soir de la collection Philosophie, qui est une de nos collections aux éditions de la Sorbonne. Et c'est une collection dont je suis le nouveau directeur. Il faut que je commence quand même par vous dire quelques petites choses des éditions de la Sorbonne et puis de la philosophie aux éditions de la Sorbonne. Les éditions de la Sorbonne, anciennement Publications de la Sorbonne, anciennement Service commun de la reproduction, et je pense au départ donc service dédié à la reproduction peut-être même des cours au départ, mais très vite spécialisé dans la reproduction et la distribution des travaux doctoraux. Donc c'est d'abord une maison universitaire, c'est même donc un service commun de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Et puis, avec le temps, progressivement, au fur et à mesure des directions successives, eh bien, la maison s'est un peu professionnalisée et elle est maintenant, on peut dire, une des maisons d'édition universitaire les plus importantes sur le marché, si on peut dire. Et quand je dis la chose, c'est en termes de volume, tout simplement, parce qu'on publie beaucoup de volumes par an. On est toutes revues confondues, parce qu'on édite aussi des volumes, et pas des volumes de revues, des numéros de revues, et presque une dizaine maintenant, et pas seulement des ouvrages, des monographies ou des collectifs. Mais voilà, on est à 60 ouvrages par an, et ce qui fait une production très importante, et un catalogue qui maintenant est assez étoffé, et qui a quasiment intégralement basculé maintenant sur Internet, sur Open Edition Books, et pour les revues Open Edition Journals. Donc c'est une maison qui fonctionne bien, avec une équipe importante. Certains membres sont ici, plusieurs éditeurs, éditrices, au total une petite équipe d'une dizaine de personnes. Donc c'est quand même une maison importante, vraiment de ce point de vue aussi. Je pense que c'est à peu près l'importance de la maison Vrin, qui est même une maison familiale, mais qui compte dans le paysage de la philosophie en France. Voilà, et donc là, ce soir, nous avons Camille Scotto-Dardino qui anime dynamiquement maintenant la maison, qui organise une foule d'événements et qui contribue donc à faire rayonner notre maison, et puis Marie Brunet, qui est notamment en charge de certains ouvrages de philosophie. Alors les éditions de la Sorbonne, c'est d'abord une maison d'historiens. C'est là que les historiens ont longtemps et beaucoup publié. C'est encore le cas, je dirais aux 2/3, nous publions de l'histoire, et notre directeur vénéré et très aimé aujourd'hui, Bertrand Tillier, était lui-même un historien de l'art et de la culture, et historien d'une foule de choses. Il a publié récemment notamment un ouvrage sur les statues, les bris de statues. Enfin bon, il a une production très, très impressionnante, très ouverte. Et voilà, mais c'est le pôle de histoire des éditions de la Sorbonne. Et puis, je disais, 1/3 de production en philosophie. Et là encore, la philosophie en fait a suivi le mouvement de la professionnalisation de la maison, puisque au fur et à mesure du temps, se sont constituées des collections avec une direction éditoriale, avec vraiment une ligne claire pour chaque collection, un directeur, une directrice ou plusieurs directeurs, directrices qui s'entendent pour publier des ouvrages. Il faut bien voir qu'au départ, compte tenu de la structure universitaire des éditions, les collections sont simplement des noms de domaines. Il y a une collection géographie, il y a une collection philosophie, qu'on appelle, alors c'est l'objet de débats sémantiques encore aujourd'hui au sein de l'équipe, qu'on appelle parfois séries, mais qui sont des collections. Mais séries ou collections, ça correspond à des noms de domaine. C'est vraiment le nom de domaine. Et la collection philosophie, au départ, est le nom de domaine qui accueille tous les ouvrages qui relèvent de la philosophie. Mais donc, je le disais, progressivement, à mesure que se crée une foule d'autres collections en histoire,
les choses se sont précisées en philosophie. Et la première collection de philosophie qui se détache de la série philosophie, c'est la collection de Bertrand Binoche, La philosophie à l'œuvre, qui est une collection que Bertrand Binoche monte, je dirais, je ne sais plus, un peu avant 2015, entre 2013 et 2015 peut-être, en discussion avec Patrick Boucheron, qui était à l'époque le directeur des éditions de la Sorbonne, enfin des publications de la Sorbonne, et qui vont ensuite devenir éditions de la Sorbonne. Et La philosophie à l'œuvre est une collection d'histoire de la philosophie. Alors, je dis d'histoire de la philosophie, quoi qu'elle soit en prise avec l'actualité philosophique la plus brûlante, mais précisément parce que l'idée de Bertrand Binoche, et même la thèse de Bertrand Binoche, qui préside à l'invention de la collection, c'est que les philosophes, lorsqu'ils font une histoire de la philosophie, ils ont un rôle à jouer, un rôle d'élucidation conceptuelle, de précision idéologique des enjeux. Et bref, faire de l'histoire de la philosophie, c'est certes se tourner vers le passé, mais en vue éventuellement d'éclairer les enjeux contemporains. Et symétriquement et inversement, quand on fait de la philosophie au présent, il est toujours très délicat de ne pas tenir compte du passé, non seulement de la discipline, mais plus largement des notions qui ont été débattues, qui ont circulé dans la philosophie, mais aussi bien hors de la philosophie. Et tout cela doit être pris en charge. La philosophie est toujours à l'œuvre, elle a été à l'œuvre par le passé. Si on veut qu'elle soit bien mise en œuvre aujourd'hui, il faut tenir compte de toutes ces données extrêmement complexes. Et c'est la tâche de la philosophie à l'œuvre. Donc la philosophie à l'œuvre, comme j'étais focalisé sur la collection de philosophie dont je vais vous parler dans un instant, je n'ai pas pris de volume de la philosophie à l'œuvre, mais ce sont de très beaux volumes qui bénéficient d'un gros travail des graphistes avec lesquels nous œuvrons, et couverture originale à chaque fois singulière qui correspondent à l'argumentaire du livre, au projet du livre. Et je ne sais plus à combien on est de volumes maintenant, une bonne trentaine. On a vraiment, enfin, il y a vraiment une grande diversité, en même temps une très grande cohérence de la direction de Bertrand Binoche, avec des volumes notamment sur Nietzsche et sur Foucault, qui constituent une sorte d'ADN de la collection, mais des ouvrages sur Marx aussi, des ouvrages sur le XVIIIe siècle, qui est une des spécialités de Bertrand Binoche. Mais voilà, vraiment, on a même eu des volumes sur Deleuze, et puis en alternance, dans tous les cas, et ça c'est très important parce que ça participe du travail universitaire, des monographies et des collectifs. On a à cœur de maintenir la publication des collectifs qui malheureusement trouvent de moins en moins preneurs actuellement dans l'édition française, mais c'est très important parce que bon, je dirais que pour la profession c'est évidemment un débouché pour les colloques, pour les journées d'études, pour les congrès, etc. Mais du point de vue des récepteurs, du point de vue des lecteurs, c'est très important aussi parce qu'il se joue des choses très importantes dans les collectifs qui ne se déversent pas systématiquement dans des numéros de revue. Il peut y avoir des projets qui ont vocation à devenir des livres, donc des collectifs vraiment qui réunissent des chercheurs différents sur un objet commun, thématique partagée, et qui peuvent faire date. C'est vraiment très important cet attachement au collectif, parallèlement aux ouvrages collectifs qui existent sous la forme de numéros de revue que nous éditons par ailleurs. Alors, ça c'est donc, je disais, la philosophie à l'œuvre, la collection de Bertrand Binoche, qui ouvre le bal en quelque sorte de l'apparition de véritables collections pour la philosophie au sein des éditions de la Sorbonne. Et puis, il y a eu, dans la foulée, une collection qui a été inventée par Sophie Gérard de Latour, qui a été longtemps directrice adjointe des éditions de la Sorbonne en charge de la philosophie et des sciences sociales. Sophie Gérard de Latour est restée 8 ans à la direction adjointe des éditions de la Sorbonne, et elle a monté avec des collègues une collection qui a pour titre Philosophie pratique. Et c'est une collection également très, très importante, très marquée, qui est liée alors davantage à la contemporanéité et à tous les travaux qui peuvent se faire à partir de la philosophie, mais dans des domaines connexes qui ne sont plus totalement extérieurs à la philosophie, pour autant que la philosophie se spécialise en philosophie sociale.
il y a belle lurette que la philosophie s'est spécialisée en philosophie politique, mais il y a incontestablement un renouveau de la philosophie politique, notamment anglo-saxonne, de la philosophie morale, et sans être uniquement dédié à des enjeux analytiques contemporains, la philosophie de langue anglaise, cette collection fait une bonne place à ces enjeux, tout en étant également ouverte au renouveau de la pensée critique, de la théorie critique, outre-Rhin, donc c'est à la fois outre-Atlantique et outre-Rhin, de part et d'autre de l'Hexagone, une ouverture à ces développements très, très importants actuellement en philosophie, et qui sont non seulement reçus en France, mais pas seulement reçus, parce que, je veux dire, pas passivement reçus, mais aussi bien mis en œuvre, déployés, mis au travail vraiment par nos collègues. Et donc là encore, de très belles réussites, là encore un travail avec nos graphistes qui est tout à fait intéressant. Donc nos graphistes, c'est la maison Bigre qui nous propose des couvertures à chaque fois très originales, une collection assez différente dans sa conception, mais là encore qui a une unité forte du point de vue du graphisme, très reconnaissable, et de très belles réussites, une production régulière, et vraiment là encore aussi bien du côté des monographiques, du côté des collectifs, on peut dire que c'est une collection qui marche très très bien. Et puis voilà, il reste la série philosophie, mais qui, au fur et à mesure que se développait la philosophie à l'œuvre d'une part, philosophie pratique d'autre part, eh bien, est apparue comme, c'est une expression que j'ai plusieurs fois employée avec les collègues de l'équipe, c'est un peu devenu le salon des refusés. Bon. C'est-à-dire que lorsque un ouvrage nous était adressé, nous était soumis, et qu'il n'avait pas la joie, l'honneur d'être accueilli dans la philosophie à l'œuvre ou philosophie pratique parce qu'il ne correspondait pas à la ligne éditoriale, à l'actualité défendue, présentée, eh bien, il échouait en quelque sorte en philosophie. Alors, au fond, c'était revenir à travers le nom de domaine à son domaine d'origine, et donc tout allait bien, mais enfin, c'est vrai que du point de vue des auteurs ou des autrices, ça pouvait être un petit peu frustrant de ne pas avoir le sentiment d'être accueilli comme on pouvait l'être dans les collections. Et puis, du point de vue de la maison elle-même, des éditions, c'était aussi un petit peu embarrassant, parce qu'au fond, c'était une série collection qui n'était pas vraiment dirigée. Et le fait est qu'il n'y avait pas de direction de collection, ça n'était pas l'usage dans les domaines préalablement définis, donc il n'y avait pas de direction. Donc une discussion s'est engagée, de longs échanges et fructueux échanges avec l'équipe des éditions, pour que nous arrivions à trouver à la fois une ligne éditoriale, une ligne graphique, et puis en somme une direction. Et c'est ce qui a abouti à ce premier volume de Bertrand Vaillant, L'Amibe et la machine, Raymond Regard, philosophe de la vie. Et puis en avant-première, je vous amène là le volume 2, qui est un collectif, Le performatif à l'usage, sous la direction de Martin Mess et de Jeanne-Marie Roux, qui est au 212, notre librairie 212 de la rue Saint-Jacques, mais qui, je crois, n'est que là pour le moment. Je ne sais pas s'il est déjà distribué ou pas. Il me semblait que c'était le 2 mai. Voilà, le 2 mai qui devait être dans toutes les bonnes librairies. Donc ça ne saurait tarder, hein, je vous le montre et je sens le désir naître en vous, mais il faudra attendre encore quelques jours pour que vous puissiez l'acquérir. Alors, la collection que devient aujourd'hui Philosophie, c'est une collection qui demeure généraliste en quelque sorte, mais qui a à cœur aussi bien de défendre la grande diversité des entreprises qui se développent aujourd'hui en philosophie. Alors je ne dirais pas qu'on fait de nécessité-vertu en disant que c'était une collection qui accueillait tout et n'importe quoi, et qu'au fond, il s'agit de défendre le tout et n'importe quoi comme la réalité de ce qui se fait, mais quand même, je ne dirais pas qu'il y a un peu de ça, mais qu'il s'agissait au départ de défendre une certaine
une certaine hybridation de la philosophie à l'égard d'autres terrains et d'autres disciplines. C'est-à-dire que le paradoxe, c'est que la philosophie comme collection et philosophie donc comme anciennement nom de domaine, elle a au fur et à mesure du temps accueilli de plus en plus de travaux qui relevaient de la discipline, mais de la discipline philosophique dans son rapport à d'autres disciplines. On a aussi, et ça j'aurais dû le préciser pour commencer, on a aussi une excellente collection de logique et de philosophie des sciences, mais qui accueille pour le coup des travaux assez spécialisés et assez techniques. On a un de nos best-sellers récents qui est un précis de logique et de mathématiques. Bon, c'est un vrai best-seller et c'est une excellente surprise, mais il est évident qu'il faut être assez motivé pour entrer dans la technicité formelle, parfois, des articles de nos collègues. Bon, là, il s'agit de voir que la philosophie, depuis longtemps déjà, et maintenant plus que jamais, elle a affaire à des disciplines connexes qui sont des disciplines parentes, au fond, alors peut-être issues au départ aussi du tronc qu'a longtemps été la philosophie, hein, mais où la philosophia perennis en tant qu'elle chapeautait toutes les autres disciplines, mais c'est sous une autre forme que se présentent aujourd'hui les relations. Ce sont vraiment des relations d'abord d'égal à égal, non plus verticales mais horizontales, et vraiment des entrefécondations, des emprunts, des parcours singuliers, et c'est ce qu'il importait de formaliser dans un argumentaire et d'assumer avec éclat, et c'est ce qu'on a essayé de faire. Donc ça donne là ces deux volumes que j'ai ici, et donc vous voyez, alors il faudrait que je vous montre, mais vous les voyez sur le côté, c'était une couverture blanche très classique et très classe en un sens, mais un petit peu trop discrète, disons, s'il s'agissait d'assumer l'éclat des productions contemporaines. Hein. Et le fait est que lorsque on parlait avec les libraires, ils avouaient ne pas mettre nécessairement ces ouvrages sur les tables de présentation, ou lorsqu'ils les mettaient, ils reconnaissaient que ces ouvrages n'attiraient pas l'œil et n'emportaient pas, ne suscitaient pas l'envie des lecteurs. Donc, très belle couverture, encore une fois, il n'y a rien à dire, au sens où c'était notre collection blanche, en quelque sorte, vraiment. L'analogue de ce que de grands éditeurs privés peuvent faire. Bon, mais là, en discussion avec l'équipe, avec nos amis graphistes de Bigre, nous sommes arrivés à ces résultats-là. Avec, là, j'ai pas les compétences pour vous détailler les visées de la disposition, du lettrage et toute cette disposition, mais je pense quand même que ça se passe de mots, hein, je veux dire que c'est assez beau et assez attirant. Voilà, je pense qu'on les voit, on a envie de s'en approcher, de les regarder, et de ce point de vue, c'est une réussite. Alors, les volumes vont se succéder maintenant, hein, tout prend un peu de temps, je veux dire, on a des procédures d'évaluation et d'acceptation, et puis ensuite des délais de publication liés aussi à notre succès en quelque sorte, et qui saturent un petit peu notre calendrier. Et donc, très, très bientôt, on va avoir un volume sur la philosophie iranienne. Donc, pardon, il faut que je rentre un petit peu dans le détail, je manque à tous mes devoirs, mais comme Bertrand va nous l'expliquer dans un instant, ici, il s'agit d'un travail sur Raymond Ruyère, et qui est un philosophe, et qui est un philosophe nourri de psychologie et surtout de biologie, et qui, de ce point de vue, participe de ce mouvement que je décrivais de buissonnage ou de parcours aventureux dans des disciplines connexes de la philosophie, dans des disciplines proches, et qui nourrissent la philosophie, qui ont vocation à nourrir la philosophie, matière étrangère, qui ne peuvent pas rester extérieures à la philosophie, ou vis-à-vis desquelles la philosophie doit se situer, dans lesquelles elle doit s'aventurer. Et puis l'autre volume donc, que j'ai ici, qui est le performatif à l'usage. Alors le performatif, évidemment, c'est
un concept d'Austin qui est bien connu maintenant en philosophie, mais qui est tout de même, ne l'oublions pas, est un concept linguistique, logico-linguistique si on veut, hein, du côté des actes de langage, et c'est donc une fécondation assez ancienne en philosophie de langue anglaise, de la philosophie et de la linguistique, et donc avec des débouchés dans ce qu'on appelle la philosophie du langage ordinaire, mais qui se nourrit vraiment des travaux de la science psychologique. Donc je disais à l'instant, on va enchaîner sur un autre volume d'ici quelques semaines qui sera consacré à une figure de la philosophie iranienne, Ostad Elahi, figure bien connue en Iran, mais mal appréhendée jusqu'ici en France, et qui est philosophe mais aussi musicologue. Et puis nous l'espérons, plus tard d'autres volumes, je sais qu'il y a des volumes qui nous ont été soumis sur Alexandre Koyré, philosophe des sciences, historien des sciences, sur Lyotard, qui est donc philosophe français contemporain auquel on doit l'idée de postmoderne, mais qui lui aussi a beaucoup à faire avec la linguistique et avec la philosophie du langage en général, et puis les sciences même en général. Enfin, voilà, un certain nombre de volumes s'annoncent qui vont contribuer à nourrir donc cette collection donc de philosophie, mais qui témoigne de ce que la philosophie s'est toujours nourrie et continue plus que jamais à se nourrir de ce qui n'est pas philosophie au premier abord, et donc la philosophie comme lieu de reprise, comme chambre d'écho de la non-philosophie en quelque sorte, avec ce pari que, au fond, il y a de la philosophie bien plus largement que ce qu'on enseigne quand on s'en tient à l'histoire de la philosophie. Voilà. Donc voilà pour une présentation un peu sommaire de cette collection, et donc de cette série devenue collection. Et donc je ne vais pas m'étendre davantage parce qu'il s'agit maintenant d'entendre surtout Bertrand Vaillant et l'auteur donc de L'Amibe et la machine, très beau titre, et sous-titre Raymond Rullière, philosophe de la vie, qui est, si je ne m'abuse, un travail tiré d'une thèse soutenue à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne sous la direction de Renaud Barbaras, et qui est devenu un livre, un très beau livre. Voilà, donc Bertrand, c'est à toi. Merci Frédéric. Donc voilà, je commence par remercier évidemment les éditions de la Sorbonne de m'avoir accueilli dans leur collection. C'est vrai que le livre est très beau, mais ça c'est la partie pour laquelle je n'ai aucune responsabilité. Voilà, c'est effectivement un plaisir de voir une thèse, quelque chose sur quoi on a travaillé vraiment longtemps, plus tout le travail de réécriture quand même pour que ça soit un peu plus digeste dans ce livre, devenir un objet, voilà, un véritable objet en plus, voilà, qui est beau et coloré. Donc je suis évidemment très content de vous le présenter aujourd'hui. Je vais mettre, voilà, alors j'ai quand même prévu des petites illustrations au cas où j'ennuierais un peu trop le public. Hop, donc je vais faire les choses suivantes qui m'ont été suggérées, mais bon, n'hésitez pas, il y aura un temps de questions, mais n'hésitez pas à m'interrompre hein, si besoin. Je vais parler un petit peu de la genèse, très rapidement, hein, de la genèse du projet de thèse et du livre en lui-même, de ce que j'ai essayé de faire dans ce travail, dans ce livre. Et ensuite, je proposerai, voilà, je vais baliser très très vite quelques grandes idées, grandes œuvres, éléments de biographie sommaire de Rullière pour ceux qui ne le situeraient pas du tout. Et ensuite, j'essaierai de vous proposer, sans que ça prenne, j'espère, trop de temps, un petit parcours à travers les 7 chapitres du livre en gardant, voilà, en essayant de signaler un petit peu voilà, ce que j'ai essayé de faire dans ces différents chapitres et de souligner un petit peu la cohérence de l'ensemble. Ça ne remplacera pas évidemment la lecture de cet excellent ouvrage, mais ça vous donnera, voilà, l'idée que ça donne un petit peu une idée de ce qu'il y a dedans, en ouvrant des pistes sans forcément rentrer dans trop de détails techniques à chaque fois. Alors, pour la genèse un petit peu du livre, ce qui peut intéresser éventuellement
des gens qui seraient en train de penser à un projet de thèse ou en pleine rédaction. L'idée de travailler sur Ruyère m'est venue de la conjonction de plusieurs choses. La première fois que j'en ai entendu parler, c'est via Renaud Barbaras, qui est devenu après mon directeur de thèse, dans un séminaire qui ne portait pas du tout sur Ruyère, mais sur Patočka, qui était son grand sujet de l'époque. Mais il nous avait parlé incidemment de Ruyère, comme je m'intéressais déjà à des questions tournant autour de la biologie, des rapports entre philosophie et biologie, à la question de la conscience et de l'apparition de la conscience dans l'histoire de la vie. Ça m'avait interpellé, ça m'était resté un petit peu en tête. J'ai été allé lire quelque chose, ça m'avait un peu intrigué, comme je pense Ruyère intrigue beaucoup ceux qui vont lire au moins quelques pages ou même quelques titres. Je vous montrerai quelques titres après, rien que la liste des titres est déjà assez mystérieuse et voilà, intrigante ou inquiétante, c'est selon. Et ensuite, ce même Renaud Barbaras a présidé à l'époque le jury de l'agrégation et avait mis au programme de l'oral le néofinalisme de Ruyère qui venait d'être republié, qui est un peu qu'on présente souvent comme son maître ouvrage, ou en tout cas un de ses livres les plus importants. Et tout le monde avait découvert à cette occasion Ruyère, dont Frédéric, je crois, qui avait eu la lourde responsabilité d'enseigner Ruyère aux agrégatifs que nous étions. Et là, je m'étais dit, voilà, j'ai enfin une longueur d'avance, puisque moi, je connaissais déjà Ruyère, je m'étais déjà intéressé au personnage, j'avais déjà un petit peu lu, et donc j'étais le seul au milieu d'une foule de gens qui disaient « T'as vu, c'est quoi, c'est qui ?» en regardant le programme d'un air circonspect. Et moi, bien sûr, je savais qui était Ruyère, et je connaissais déjà un petit peu. Donc j'avais un peu misé sur ma bonne connaissance de Ruyère. J'étais un peu celui qui, dans le groupe de travail, devait expliquer Ruyère aux autres. J'étais arrivé à mon premier oral, avec l'espoir évidemment immense de tomber sur Ruyère et non pas sur Mendebiran qui était l'autre auteur, excellent auteur aussi mais que je maîtrisais quand même moins bien. Et évidemment, tirage au sort, ceux qui sont dans les concours ou qui y sont passés connaissent ça, on tire au sort, et puis évidemment j'ai eu Mendebiran, c'était écrit, donc j'étais un peu dépité, je suis ressorti pensant que là c'était perdu et que ça aurait pu bien commencer, mais non. Et en fait, c'est l'oral où je m'en suis le mieux sorti, donc peut-être ça m'a sauvé la vie, peut-être de ne pas tomber sur Ruyère. Voilà, c'est un message d'espoir à tous ceux qui passent ou passeront des concours. Il ne faut surtout pas baisser les bras quand on pense s'être planté, parce qu'on est mauvais juge de ce qu'on a fait. Bref. Je me suis, une fois réussi ce concours, j'enseignais donc, j'ai enseigné rapidement à temps plein et puis au lycée, et je suis toujours prof au lycée. Et il fallait, je m'étais mis en tête de faire rapidement une thèse avec Barbaras, puisque j'avais eu mon contact avec lui et que j'avais été assez fasciné, je dois dire, par ses cours de séminaire. Et ensemble, on a élaboré, après plusieurs propositions diverses, un projet qui portait sur Ruyère et sur Ruyère exclusivement. J'avais eu dans le projet de faire peut-être un Ruyère versus Bergson, quelque chose comme ça, parce que j'avais aussi beaucoup travaillé Bergson à l'époque pour la Greg et puis déjà auparavant. Mais on s'était dit qu'il y avait déjà beaucoup de choses à faire sur Ruyère qui étaient peu connues. Il y avait quand même une sorte de petit revival Ruyère très modeste à l'époque, mais grâce à l'agrégation, la republication de Néofinalisme et la publication du livre qui est un petit peu la monographie maintenant de référence sur Ruyère de Fabrice Colonna aux Belles Lettres, qui s'appelle tout simplement Ruyère. Il y avait une série de petits événements comme ça qui faisaient que Ruyère connaissait un retour relatif en grâce après une longue période d'oubli à peu près total. Donc il y avait plein de choses à dire sur Ruyère, et c'est ce qui m'a bien plu dans la réalisation de cette thèse, c'est que c'était vraiment un champ à défricher très largement. Il y avait très peu de littérature secondaire,
2 ou 3 numéros de revue, voilà, la monographie que je viens de citer, et puis après il y avait le corpus de Bruyère qui était assez largement inexploré. Il y a eu une thèse juste avant moi de Benjamin Berger qui portait sur Bruyère et la nature humaine, et il y avait eu une thèse beaucoup plus ancienne qui portait un peu sur les mêmes sujets que la mienne, mais que je ne trouvais pas très satisfaisante pour plein de raisons, qui était très bruyérienne, et la mienne l'est moins sans doute, donc plus critique, donc peut-être ces deux choses à lire en parallèle. Je me suis lancé donc dans cette thèse avec comme angle d'attaque la question du rapport de Bruyère à la vie et à la biologie, qui était un aspect qui avait pour le coup vraiment été très peu traité, en tout cas voilà, pas traité de façon technique, et qui était moi ce qui m'intéressait le plus. J'avais pas une passion exclusive et dévorante pour Bruyère en tant que tel, mais il se trouvait un peu à la convergence de ce que je savais faire. J'avais une formation d'historien de la philo, donc je savais à peu près lire des textes et commenter des textes, et tirer un petit peu les fils de ces textes pour voilà, essayer de les déplier. Et je m'intéressais aux questions de biologie, d'émergence de la conscience, de vitalisme et de matérialisme. Et Bruyère voilà, était un petit peu à la convergence de toutes ces choses. Voilà, ça c'est pour un petit peu la genèse du projet. Voilà, j'ai parlé un petit peu de la redécouverte de Bruyère. Depuis, il y a La conscience et le corps, un autre ouvrage important qui a été republié. Donc voilà, il y a quand même, entre-temps, il y a eu le dernier livre de Bruyère, un livre au nom évocateur, L'embryogenèse du monde et le Dieu silencieux. Voilà, c'est tout un poème, qui est un ouvrage de synthèse qui a été publié en fait vraiment pour la première fois. Il y a maintenant, voilà, ça fait pas tout à fait une dizaine d'années je pense, mais voilà, il y a peut-être 7-8 ans, j'ai plus la date exacte en tête, qui est voilà, le livre de synthèse récapitulatif que Bruyère a écrit mais n'avait pas eu le temps de publier avant sa mort. Donc voilà, il y a plusieurs ouvrages importants maintenant qui sont disponibles. Et ce que j'ai fait pour cette version livre, c'est un travail de coupe et réécriture partielle. Donc ça reste un livre de thèse, je ne veux pas le présenter comme autre chose que ce que c'est. C'est un livre de thèse, donc c'est un livre technique, voilà, qui a toutes les limites certainement voilà, d'un premier livre, d'un livre voilà, qui doit faire la démonstration, comme toute bonne thèse, d'une certaine expertise universitaire. Mais je me suis efforcé quand même de le réduire et surtout de le rendre plus digeste à la lecture. J'ai réécrit une longue introduction avec l'espoir qu'elle se suffise en partie à elle-même et qu'elle puisse servir aussi de présentation un peu synthétique de Bruyère et introduire à Bruyère pour la suite du livre ceux qui ne le connaîtraient pas ou peu. Vous pourrez le lire et me dire si j'ai réussi sur ces différents points. Sans doute pas entièrement, mais j'ai fait de mon mieux. Alors je voudrais dire, avant de parler de Bruyère lui-même et du contenu, je voudrais dire un petit mot rapide quand même de ce que j'ai voulu faire dans ce livre pour que vous ayez une idée un petit peu voilà, du type d'ouvrage que c'est. Alors, bon, évidemment, ça va sans dire, c'est un livre de thèse, c'est un livre de recherche, c'est donc un livre qui vise avant tout des gens qui voudraient travailler sur Bruyère, qui s'intéresseraient en particulier à Bruyère, peut-être à des auteurs qui ont parlé de Bruyère, comme Deleuze, comme un petit peu Merleau-Ponty, voilà, je pourrais en dire un mot, ou qui seraient ses contemporains. Donc voilà, le but c'est quand même d'apporter une petite pierre à l'édifice lui-même modeste hein, de la recherche bruyérienne. Mais néanmoins, voilà, j'ai essayé, peut-être pas d'en faire un ouvrage grand public, ça serait vraiment exagéré, mais d'en faire quelque chose qui soit lisible pour des gens qui ne connaissent pas Bruyère. Notamment voilà, à travers cette introduction qui retrace un petit peu son parcours intellectuel.
voilà, le but n'est pas que ce soit lisible ou intéressant pour absolument tout le monde, mais que des gens qui voilà, ont des connaissances en philosophie, des étudiants, des chercheurs dans d'autres domaines, puissent s'y retrouver sans avoir lu Rulhière in extenso auparavant. Ceci étant dit, c'est pas non plus forcément la meilleure porte d'entrée, première porte d'entrée, on va dire, dans Rulhière, ou la plus facile, mais il me semble que c'est quand même possible voilà, de lire l'ouvrage en n'ayant pas une connaissance trop extensive de Rulhière. Donc les buts du livre sont en classique, hein, il s'agit de comprendre comment Rulhière aborde la question de la vie, d'expliciter voilà, la conception qui s'en fait autant que possible, d'en tester la cohérence, voilà, d'essayer d'en reconstruire la cohérence, de tirer les fils. Ça, j'ai essayé pas mal de faire ça, peut-être trop parfois dans le livre. C'est de tirer un certain nombre de fils des références citées par Rulhière. Alors Rulhière cite un peu à tout bout de champ tout un tas d'auteurs, des grands auteurs classiques de la tradition, des contemporains, mais aussi des scientifiques, de tous les domaines possibles, des gens qui sont ses contemporains ou ses collègues à l'université qui ont été complètement oubliés par l'histoire, et 2 lignes après, il parle de Platon. Donc il fait beaucoup de références, un peu de mémoire en plus, et pas toujours de façon très rigoureuse universitairement parlant, avec notes de bas de page et tout. Donc j'ai essayé de reconstruire un petit peu l'influence ou le rapport qu'il a pu avoir avec un certain nombre de ses auteurs, certainement pas tous, loin de là, mais de façon à éclairer un petit peu le paysage intellectuel qui était celui de Rulhière, notamment quand il a construit ses principaux concepts et ses principales thèses, notamment dans le but de montrer que Rulhière n'était pas tant qu'on a pu le dire dans certaines études à son sujet, un ovni. C'est un peu le topo sur Rulhière. Rulhière est inclassable, Rulhière est un ovni, Rulhière est totalement à part, donc au point qu'on se demande voilà, comment ce Rulhière est arrivé là. Et en fait, ce que j'ai essayé de montrer, c'est que c'est plutôt, et je vais essayer d'en dire un petit mot après, il fait plutôt une sorte de synthèse effectivement tout à fait originale et idiosyncratique de tout un ensemble d'auteurs, de traditions philosophiques, de travaux scientifiques qui fait fonctionner ensemble, auxquels il emprunte des choses de façon originale, mais tout ça ne sort pas de nulle part. C'est pas quelqu'un qui a produit tout seul dans l'isolement sa philosophie, mais qui au contraire, comme l'a dit Frédéric juste avant, était tout à fait partisan de dire que la philosophie devait se nourrir de son autre, devait se nourrir en fait de tout, de toutes les sciences, de toutes les activités humaines. Et il était pétri aussi de toute une tradition, voilà, de toute la grande tradition philosophique occidentale. Donc ça valait la peine d'aller chercher un petit peu de ce côté. Et puis enfin, j'ai essayé de porter un regard un peu critique sur cette philosophie rulhiérienne, parce qu'il me semblait que c'est ce qui manquait encore un petit peu aux ouvrages, voilà, pas du tout parce que c'était un de leurs défauts, mais parce que c'était pas le but de ces ouvrages de présentation un peu monographique de Rulhière. Il était tout à fait utile et nécessaire de faire une présentation, je dirais, qui donne un peu envie de le lire et redécouvrir cet auteur. J'espère quand même l'avoir aussi fait en partie, mais il paraissait que Rulhière était mûr désormais pour aussi supporter courageusement un regard un peu plus critique sur la cohérence de ses concepts et de ses thèses, sur sa méthode, sur sa manière de faire de la philosophie, et notamment sur sa manière de traiter les sciences du vivant et les sciences de l'information dont il s'est beaucoup nourri, pour voilà, se demander vraiment sérieusement si Rulhière avait réussi à donner, à produire un finalisme cohérent au milieu voilà,
d'une époque qui se désintéressait quand même assez largement de la métaphysique et de ces questions de vitalisme et de mécanisme, de finalisme, de monade et que sais-je, et qui s'adonnait plutôt au plaisir de l'existentialisme, du marxisme ou voilà, des théories de la déconstruction pour la fin de sa vie. Donc voilà, est-ce qu'il avait réussi à proposer une version nouvelle, enfin cohérente, enfin soutenue de façon certaine par la science, du vieux finalisme de la tradition philosophique, comme lui en était persuadé. Voilà, je voulais me poser vraiment sérieusement la question, et j'ai essayé de le faire. Alors, je vous dirai peut-être un petit mot de ça, mais je ne prétends pas non plus avoir le fin mot de cette affaire, mais au moins avoir ouvert des questions à ce sujet. Et puis enfin, je voulais aussi dire un mot un peu plus approfondi des enjeux moraux et politiques de l'œuvre ruyérienne, parce que Ruyère, c'est pas seulement un métaphysicien, c'est pas seulement quelqu'un qui s'intéresse aux questions de matérialisme, de conscience, de biologie, c'est aussi quelqu'un qui a toute une œuvre étalée sur un certain nombre de livres, peut-être une demi-douzaine de livres et un certain nombre d'articles, qu'il appelle de critique sociale, qui sont des livres de prise de position assez engagés politiquement, dans un certain nombre de débats de son époque, et qui sont pour le moins sulfureux, qui contiennent un certain nombre de thèses franchement choquantes. La plus connue, mais pas la seule, est la défense par Ruyère d'un certain eugénisme. Il avait cette inquiétude de la dégradation finalement biologique des populations occidentales. Il a fini par reconnaître que c'était peu pratique. Voilà, il a reculé dans des conditions pratiques et logistiques, plus que dans des problèmes moraux. Et jusqu'ici, ça avait été mis soit passé un peu sous silence, soit séparé quand même assez nettement du reste de l'œuvre. Soit mon camarade Benjamin Berger, qui avait soutenu une thèse avant moi, avait proposé une explication psychanalytique de ce manque de repères moraux finalement de Ruyère, en s'appuyant sur sa biographie. Ça ne m'avait pas vraiment convaincu, même si voilà, c'était une tentative tout à fait intéressante et qui mériterait sûrement qu'on y revienne. Voilà, moi je voulais vraiment m'interroger pas sur les incidences de la biographie de Ruyère sur ces questions, mais de sa philosophie, en particulier de sa philosophie de la vie et de l'organisme, et voir dans quelle mesure ces prises de position, en gros racistes et eugénistes, pour le dire vite, découlaient de cette philosophie de façon nécessaire, ou au moins de façon naturelle et sans qu'il y ait trop de contradictions, ou au contraire représentaient des errements peut-être tardifs d'un homme dépassé par les événements de mai 68 et ce qu'il avait sous les yeux. Voilà, j'ai essayé de me poser aussi un petit peu ces questions, en particulier dans le dernier chapitre du livre. Alors, je vais aller peut-être... je vais aller assez vite parce que je parle trop. Je vais aller assez vite sur des éléments de présentation de Ruyère, mais quand même, s'il y en a qui ne voient pas du tout qui c'est, il faut fixer un petit peu le personnage. Donc Ruyère, c'est lui en autoportrait, il peignait un petit peu, donc on a quelques aquarelles et dessins de Ruyère. C'est un penseur vosgien, il a fait toute sa carrière à l'université de Nancy, après être né dans les Vosges. C'est donc une figure un petit peu locale de la fac de Nancy. Je crois qu'il y a un amphi Raymond Ruyère encore à la fac de Nancy. Et le fait qu'il ait toujours été très attaché à sa province d'origine n'est pas pour rien dans le fait qu'il est en décalage en partie avec son époque et les grandes modes philosophiques et intellectuelles de son époque. C'est quelqu'un qui a quand même tenu finalement à se tenir un peu à l'écart de ces choses et construire dans son coin, si on peut dire,
sa propre philosophie, et c'est sans doute pas pour rien non plus dans l'oubli relatif dans lequel il est tombé après sa mort, alors que c'était quelqu'un qui avait une petite notoriété, disons, dans les milieux universitaires, même parisiens de son époque, et ensuite il a été un peu oublié. Alors, en 2 mots, Ruyère a quand même quitté ses Vosges natales pour étudier à Paris. Il est allé au lycée Lacanal, il a été reçu premier à l'ENS, puis bon dernier de l'agrégation de philosophie, c'est-à-dire 6e ex aequo à l'époque. Voilà. Il y a une lettre de Jean Kelevitch où il dit voilà, même Ruyère, je ne sais plus à quel sujet, mais il dit même Ruyère, ce culot d'agrègue, a obtenu, parce qu'il avait obtenu une bourse pour faire sa thèse ou quelque chose comme ça, donc il dit même Ruyère, culot d'agrègue, a eu une bourse, donc toi aussi, il dit à son camarade, toi aussi tu auras certainement une bourse. Donc voilà, il était bon dernier, mais néanmoins, voilà, il a pu faire carrière. La guerre est arrivée sur ses entrefaites. Ruyère a été mobilisé, mais pratiquement immédiatement fait prisonnier, et il a passé toute la guerre en captivité. Et ça, c'est quand même un point intéressant, et je dirais presque amusant malgré les circonstances de sa vie et de son œuvre. C'est qu'il s'est retrouvé dans un camp assez connu, le Flag 17A, qui était un camp de prisonniers et surtout d'officiers en Autriche, dans lequel il y avait beaucoup d'officiers qui en fait étaient des intellectuels, des gens diplômés qui avaient été mobilisés pour la guerre, mais qui n'étaient pas du tout des militaires de carrière, et qui étaient pour beaucoup des universitaires. Ils avaient été nommés officiers parce qu'ils étaient diplômés, et donc ils ont reconstruit toute une petite université à l'intérieur du camp, et cette université, parce qu'ils avaient des physiciens, des chimistes, des philosophes, voilà, des gens de toutes sortes. Alors ils ont fait plein d'autres choses, ils ont même fait un film clandestin, on leur avait envoyé les morceaux de la caméra cachés dans des saucisses, dans les colis de nourriture et tout. Donc ce film existe, on peut le voir sur internet, je crois. Enfin, on peut le commander sur internet. Ils avaient un journal, enfin voilà, les conditions de détention étaient dures, mais on leur laissait une certaine autonomie. Et ils ont monté toute une petite université de fortune. Et ça a été très important dans la trajectoire de Ruyère, puisque c'est notamment là, en fait, qu'il s'est familiarisé avec tout un pan de la biologie, en particulier l'embryologie, qu'il a étudié avec Étienne Wolff, qui était son camarade de détention, qui l'a beaucoup marqué et qui était vraiment une sommité de l'embryologie de l'époque, qui a fait des travaux pionniers sur la tératologie, c'est-à-dire la science des monstres. Il a écrit un livre qui s'appelle La science des monstres. Donc voilà, la façon dont les embryons se déforment, mais pas n'importe comment, quand leur genèse est perturbée. Et ça a beaucoup, avec d'autres choses sur lesquelles je reviendrai peut-être, ça a beaucoup marqué Ruyère. Il a écrit en captivité son premier livre qui traite vraiment de questions biologiques, qui s'appelle Les éléments de psychobiologie, voilà, qui est paru en 1946, mais c'était des notes qu'il avait prises pendant sa captivité. Ensuite, voilà, il a fait sa carrière, voilà, je ne vais pas m'étendre là-dessus, il a fait une carrière de prof d'université à Nancy, où il est resté, voilà, il a été nommé très rapidement après la guerre, et il y est resté jusqu'au début des années 70, où il a pris sa retraite. Et ensuite, voilà, il a continué d'écrire et d'intervenir un peu dans le débat public, mais c'est tout. Alors, je ne vais pas faire tout le petit parcours que j'avais imaginé parmi ces œuvres, mais ça donne quand même une idée un peu des titres. Alors, ça part de l'esquisse d'une philosophie de la structure, ça c'était sa thèse. C'était le Ruyère matérialiste, mécaniste, en fait, le premier Ruyère. Comme souvent, les philosophes ont commencé par défendre un truc et ensuite brûler ce qu'ils ont adoré. Chez Ruyère, c'est particulièrement vrai, puisque voilà, il part d'une philosophie très mécaniste, où il essaye de montrer comment on peut expliquer la conscience uniquement par l'organisation matérielle du cerveau et de l'organisme, et il va ensuite, à partir de la conscience et le corps, renverser entièrement cette perspective et construire petit à petit, je ne rentre pas dans le détail, une philosophie qu'on peut appeler, qui finira lui-même un peu, faute d'un meilleur mot, par appeler panpsychiste,
c'est-à-dire l'inverse du matérialisme, une philosophie dans laquelle la conscience est le matériau premier, si on peut dire, l'élément premier de l'être, et la matière, ce que nous appelons la matière, n'est qu'un agrégat de cette conscience primaire ou primitive, et donc n'a pas d'existence autre que d'être cet agrégat. Donc ça commence à partir de la conscience et le corps, où il se pose la question de la nature de la conscience. Et ça prend une tournure, si on veut, biologique, dans ces fameux éléments de psychobiologie, très marqués par cette rencontre de l'embryogenèse. Ruyer a été fasciné par ce que Wolff lui a montré, alors évidemment par planches, dessins et explications, hein, pas immédiatement, mais ce qui lui a fait comprendre de ce mystère de l'embryogenèse, des différentes phases de développement de l'embryon, de la capacité aussi de cet embryon à se réguler lui-même face à un certain nombre de perturbations, à poursuivre quand même sa croissance comme s'il savait, voilà, c'est une formule qu'on va retrouver constamment chez Ruyer, comme s'il savait ce qu'il avait à faire, et ça va le marquer particulièrement. En parallèle de ça, alors c'est quand même intéressant de souligner ce parallèle, en parallèle de ça, Ruyer, qui s'intéresse décidément à tout, écrit aussi un livre qui s'appelle Le monde des valeurs, dans lequel il défend l'existence objective des valeurs, donc le beau, le vrai, la justice, etc., sont quelque chose de réel. Alors qu'est-ce que ça veut dire exactement chez Ruyer? En fait, c'est pas si simple de répondre à cette question, mais en tout cas sont indépendants. Voilà, la thèse qui le suivra dans tout le reste de son œuvre, c'est que les valeurs que nous visons à travers nos actions sont indépendantes de nos caprices, et ça, c'est évidemment une réponse à un des ennemis de toujours de Ruyer, qui est l'existentialisme, et en particulier l'existentialisme de Sartre, qui perçoit comme voilà, la dévaluation de toute valeur, voilà, ou la disparition de toute valeur, et la chute dans l'absurde. Et voilà, s'il y a une chose, ou un objectif commun à toutes les œuvres de Ruyer, qu'elles soient métaphysiques, qu'elles portent vraiment sur les sciences de la vie, ou qu'elles soient morales et politiques, c'est de sauver le monde de cette disparition de l'idée de valeur ou du sens de valeur réelle, indépendante de notre opinion, indépendante de notre jugement, de valeurs qui s'imposent aux agents. Et ça, voilà, encore une fois, c'est une idée qui le suivra toute cette vie. La conjonction pour aller très vite, la conjonction de ces différents thèmes, la question de la conscience, la question de la formation de soi, du vivant, et la question des valeurs et de leur mode d'existence, est synthétisée, voilà, on trouve sa synthèse dans Néofinalisme, dont je disais tout à l'heure, qu'on présente souvent un peu comme le maître ouvrage de Ruyer, ce premier grand ouvrage vraiment synthétique où il traite de toutes ces questions ensemble. Et à partir de là, on peut dire, à partir de néofinalisme, les grandes thèses, les grands concepts sont acquis. Les travaux qui vont suivre vont pour beaucoup servir à prendre au sérieux toutes les avancées des sciences de son époque, que ce soit la théorie de l'évolution darwinienne, que ce soit la cybernétique, c'est-à-dire les premières sciences et techniques de l'information, avec la construction d'abord théorique puis pratique des premiers robots par exemple, de s'intéresser de très près à toutes ces sciences, mais toujours dans le but de montrer qu'elles n'ont pas rendu le finalisme caduc, et qu'au contraire, bien malgré elles, et dans tout ce qu'elles n'arrivent pas à expliquer et à dire, elles soutiennent finalement le finalisme et le panpsychisme de Ruyer, sans le savoir. Et enfin, j'ai déjà dit un mot d'ouvrages de prospective et de critique sociale, comme par exemple les 100 prochains siècles. Voilà, c'est un titre bien ruyérien, ça, de se lancer comme ça dans des trucs. Voilà, on va imaginer les 100 prochains siècles et ce qu'ils vont être. Donc, Ruyer met un point d'honneur à ne pas être prisonnier des événements, de la mode, voilà, des courants intellectuels ou des événements politiques du moment, et donc à se projeter très loin dans l'avenir.
Donc, je vais peut-être passer là-dessus, voilà, et dire un petit mot de la méthode de Bruyère, parce que c'est une bonne manière c'est une bonne manière de le découvrir. D'abord, alors voilà, j'ai mis ça comme illustration, parce que ça me paraissait assez représentatif de la façon dont Bruyère se représente les rapports du philosophe et du savant. Donc si vous êtes philosophe, vous êtes du bon côté, rassurez-vous de la chose, puisque les savants, pour Bruyère, sont absolument indispensables et nécessaires, mais ils sont, comme il dit, comme ces soldats. Alors lui, il ne prend pas exactement l'image du pont, mais il dit les savants sont comme ces soldats qui se jettent dans la tranchée pour permettre aux autres de marcher sur leur corps et d'avancer. Donc ils doivent se sacrifier en consacrant toute leur vie à l'étude d'une minuscule petite portion du réel, alors que le philosophe, lui, est celui qui a la vision d'ensemble, celui qui veut voir la cathédrale du savoir achevée, quitte à compléter voilà, par la spéculation ce que la science n'a pas encore mis au jour, et quitte aussi à révéler aux savants eux-mêmes le véritable sens de ce qu'ils ont trouvé, puisque voilà, aveuglés qu'ils sont par leur méthodologie scientifique, ils ne sont pas capables le plus souvent de comprendre eux-mêmes ce qu'ils ont trouvé. Donc heureusement, le philosophe est là pour le leur expliquer. Bruyère est quelqu'un voilà, pour qui le but de la philosophie, c'est de s'intéresser à tout. Voilà, il dit que c'est ça l'esprit philosophique, hein. C'est l'esprit de celui qui s'intéresse à tout. C'est très visible dans l'œuvre bruyérienne. Bruyère s'intéresse à tout. Il a écrit un livre pour dire que Homère était en fait une femme, et puis un livre sur la cybernétique, et puis plusieurs livres sur l'embryologie, la théorie de l'évolution, l'instinct animal, voilà, des livres sur l'utopie. Donc Bruyère s'intéresse véritablement à tout. Ça fait partie des choses qui le rendent attachant. Il ne se refuse rien, il creuse dans toutes les directions possibles. Et en même temps, il faut penser toutes ces choses dans le but d'en comprendre l'unité, de ne pas renoncer. Bruyère, lui, ne renonce pas du tout aux grandes questions de la philosophie, aux grandes questions de la métaphysique, et notamment à la question quel est le sens unifié de tout ça. Y a-t-il un sens de l'univers, que peut-on en dire? Tout ça sont des questions que la philosophie ne doit pas abandonner d'après lui. Alors, pour finir sur la méthode de Bruyère, on peut dire que, en tout cas telle qu'il la présente lui-même, c'est une vieille méthode en fait. Bruyère, lui, se présente pas du tout comme un ovni ou comme un inclassable ou comme quelqu'un qui sortirait complètement des clous habituels de la philosophie. Au contraire, il met un point d'honneur à montrer à quel point il ne fait rien de plus que reprendre d'anciennes thèses, il ne fait rien de plus que donner, grâce à la science moderne, bien comprise évidemment, un sens enfin cohérent et débarrassé de ses scories à des thèses qui en fait ont toujours été là dans l'histoire de la philosophie. Donc il a plutôt à cœur de se légitimer, je dirais, en s'inscrivant dans ce qu'il appelle la grande voie naturelle de la philosophie. Dans cette grande voie naturelle de la philosophie, on retrouve quand même plutôt des philosophes modernes et contemporains, notamment Leibniz, Mendebiran, Bergson, Whitehead, voilà, qui est un contemporain de Bruyère, mais qui s'est quand même intéressé à certains de ses travaux. Et Schopenhauer, qui n'est pas cité par Bruyère, mais en fait il le discute à plusieurs reprises de façon vraiment visible, et souvent parfois en le nommant, parfois sans le nommer du tout, de façon un peu étonnante, comme si voilà, il voulait un peu dissimuler ce qu'il devrait peut-être à Schopenhauer. C'est une question ouverte. Donc cette grande voie naturelle de la philosophie, c'est, dit Bruyère, la voie de ceux qui ont voulu tirer de l'intuition psychologique ce qui peut servir de modèle et d'échantillon à une ontologie. Donc ceux qui ont voulu tirer de l'intuition psychologique, donc de ce qu'on peut savoir de la conscience ou de l'âme humaine par introspection, par voilà, une restitution de l'expérience subjective, de l'expérience de ce que ça fait d'être une conscience, de tirer de là une ontologie, c'est-à-dire d'utiliser la conscience que nous pouvons connaître en première personne, la conscience humaine, comme un échantillon,
qui nous sert à comprendre le reste du réel, et non pas comme quelque chose qui serait tout à fait à part, hein, comme s'il y avait l'âme d'un côté et puis tout le reste, l'étendue des choses en dehors d'elle, l'âme séparée de la matière. Non, là il s'agit de prendre l'âme comme, ou l'esprit, ou la conscience, selon ces auteurs, comme un échantillon qui nous donne accès, ou le seul échantillon en fait d'être auquel nous avons un accès direct, et donc un accès privilégié, mais qui doit nous servir à penser tout le reste. Par exemple, chez Schopenhauer, c'est la volonté, hein, qui va jouer ce rôle. L'expérience intime de la volonté en moi peut me servir, pas nécessairement telle qu'elle, hein, à travers une longue élaboration philosophique de ce que ça veut dire la volonté avec un grand V, mais l'expérience de la volonté en moi peut me servir de modèle pour penser le reste du monde, et comment le reste du monde, et en particulier du vivant, est animé, lui, par une volonté avec un grand V. On peut penser aussi au projet de Bergson, par exemple, dans l'évolution créatrice, un projet dont Bruyère n'est pas proche dans les conclusions, mais très proche dans les questions et les thèmes d'études, et même dans les exemples, dans un certain nombre d'exemples qu'il reprend. Voilà, donc tout ça rattacherait plutôt, rattacherait Bruyère à cette grande voie de la philosophie qui prend le microcosme, qui part du microcosme pour penser le macrocosme. Alors, ce qu'il nous faut voir maintenant, c'est comment il s'y prend. Alors, comment il s'y prend? Du coup, en proposant une certaine définition, ou plutôt en proposant des formules censées restituer ce que c'est pour lui que l'expérience consciente, en particulier l'expérience de la conscience pour Bruyère, telle qu'on peut la faire par exemple dans la perception visuelle, c'est l'expérience d'une unité dans la diversité, mais d'une unité immédiate. C'est-à-dire que mon champ visuel, pour Bruyère, le point de départ de Bruyère, c'est souvent le champ visuel. Le champ visuel, avec toute cette multitude de formes, de couleurs, de détails que j'ai sous les yeux, eh bien, je ne le compose pas petit à petit de tous ces éléments. Je n'ai pas un travail à faire pour en constituer ce champ. Il m'apparaît de façon immédiate. Et je suis en même temps en tout point de ce champ. Donc c'est une unité, ça donne à Bruyère l'idée que la conscience, c'est une surface ou un volume, alors ici ça serait la surface ou le volume du cerveau, qui se possède elle-même, c'est-à-dire qui est en même temps en tout point d'elle-même, comme je suis en même temps en tout point, dit-il, de mon champ visuel, quoi. C'est une surface dont l'unité est immédiate et n'a pas à être faite ou n'a pas à être parcourue. Par exemple, je n'ai pas besoin de parcourir tous ces détails du regard pour constituer mon champ visuel. Alors, je sais que cette idée est quelque peu étonnante, et j'espère qu'elle va s'éclairer un petit peu dans la suite. En réalité, voilà, elle pose évidemment toute une série de problèmes, mais à partir de cette idée de la conscience comme unité immédiate qui se différencie elle-même, Bruyère va partir en quête de ce qu'il appelle, mais il n'est pas le seul à les appeler comme ça, les isomorphismes, c'est-à-dire de phénomènes analogues dans le monde physique et dans le monde vivant, dans le monde chimique et dans le monde culturel et social, qui rappellerait voilà, le type de phénomène qu'on trouve dans l'expérience psychique consciente, avec dans l'idée de trouver ce qu'il y a de commun à tous les niveaux de réalité. Donc c'est avant tout et c'est ça un peu le problème, si on veut, fondamental de Bruyère, tel qu'il m'apparaît en tout cas à moi, c'est que ce qu'il veut avant tout, c'est montrer à quel point le monde biologique et le monde social, voilà, le biologique, le psychologique et le social, pour reprendre ces découpages, émergent de façon très graduelle l'un de l'autre, en soulignant tout ce qu'il y a d'analogue, tout ce qu'il peut y avoir de ressemblance,
par exemple, en montrant à quel point on peut interpréter toute une partie de la biologie, la formation de l'embryon comme un certain nombre de phénomènes psychiques, par exemple, comme la remémoration d'un souvenir, voilà, en faisant des analogies entre biologie et psychisme, par exemple, en cherchant si la mémoire qui est à l'œuvre dans la reproduction d'une espèce vivante n'a pas quelque chose de commun avec la mémoire telle que nous on la vit, la mémoire de nos souvenirs. Donc il y a vraiment une volonté de montrer tout ce qu'il y a de commun et d'isomorphe à travers ces différents niveaux de réalité. Mais en même temps, comme je vais essayer de le montrer, alors du coup voilà, je vais peut-être insister surtout là-dessus parce que je ne vais pas vous parler de tous les chapitres du livre, mais un truc qui coince, c'est que ce projet, donc plutôt moniste et on pourrait dire gradualiste, ou en tout cas qui veut montrer vraiment l'émergence progressive de toute la complexité du monde à partir de l'être tel qu'il se le représente, se fait en même temps dans un cadre d'alternatives binaires, prisonniers peut-être, ou en tout cas, voilà, qui recherchent en même temps à établir des alternatives binaires. Un exemple, peut-être pour en parler, c'est le fait qu'il conçoit, et ça va nous amener quand même un peu au cœur du livre, pour terminer, à la façon dont il conçoit l'organisme. En fait, parler de la vie pour Bruyère, c'est pas du tout un point de départ. C'est pas du tout un point de départ, c'est pas une coordonnée fondamentale à l'origine de sa philosophie. C'est plutôt un objet qu'il rencontre en cours de route, notamment à travers Wolff et l'expérience du camp, et qui lui pose tout un tas de problèmes en réalité, parce que comme j'ai dit, il est parti plutôt d'un monisme matérialiste. Voilà, tout ce qui existe, ce sont des structures matérielles. L'esprit, c'est le produit de l'organisation d'éléments matériels dans le cerveau, le système nerveux, à un retournement de ça, disant au fond, la structure n'est que le produit de quelque chose de plus fondamental qui est la conscience. C'est la conscience qui a construit le cerveau, qui produit le cerveau et non pas l'inverse. Voilà un peu comment Bruyère le retourne. Et donc, il reste très important pour lui de bien distinguer ce qui relève de l'un et l'autre de ces deux ordres. C'est-à-dire que même en devenant, disons, panpsychiste, il emploie ce terme qu'assez tardivement, mais même en devenant panpsychiste, et en pensant que la conscience est plus fondamentale que les mécanismes de la matière, il est obligé de maintenir l'existence et l'efficacité de tous ces mécanismes, c'est-à-dire des réactions physico-chimiques qu'il y a dans le corps, de l'organisation physiologique du corps, de tout ce que la physique, de tout ce que les sciences de la nature en fait peuvent expliquer par cause et effet. Tout ça, il est bien obligé d'admettre que ça existe, que les biologistes peuvent expliquer toute une partie du fonctionnement du corps, précisément comme un fonctionnement physico-chimique, et que ça marche, et que grâce à ça, on peut soigner des maladies, expérimenter de toutes sortes de manières, de façon efficace sur des organismes vivants. Donc, tout l'échafaudage des mécanismes physiques, il ne peut pas l'escamoter. Il ne peut pas l'escamoter, donc il va avoir à cœur sans cesse de séparer et de dire oui, alors bien sûr, il y a tout ça qu'on peut expliquer sous la forme de mécanismes, mais ça n'est pas l'essentiel. Voilà, c'est jamais l'essentiel, ce qu'on peut expliquer de façon mécanique, ce que les sciences en fait peuvent expliquer, ou en tout cas des sciences comme la physique classique newtoniennes peuvent expliquer, sont toujours des phénomènes seconds, des phénomènes statistiques, des phénomènes qui concernent des foules, des agrégats, des amas de choses, mais jamais l'être réel. Ce que la biologie, quand elle s'intéresse à la physiologie du corps, peut expliquer, c'est tout à fait intéressant, important, indéniable, utile pour la médecine, mais ça n'explique au fond presque rien de ce que c'est que la vie, puisque expliquer véritablement ce que c'est que la vie, pour Bruyère, c'est d'abord expliquer l'émergence de toute cette structure complexe et comment ce corps est advenu et comment il s'est formé lui-même. Donc c'est le dynamisme de l'auto-formation qui importe, et pas, ou qui importe beaucoup plus, qui est beaucoup plus essentiel
que le corps constitue. Ce qui fait que quand Bruyère rencontre, si je puis dire, l'organisme vivant, ça coince, puisqu'il est obligé de le considérer comme quelque chose d'hybride. Alors voilà, pour un truc plus sérieux que cette image, j'ai cette citation d'un article très important qui s'appelle « Le psychologique et le vital », où Bruyère dit la chose suivante, hein. Il fait une distinction en 3 parties. Le physique n'est pas un mode d'être. Le physique n'est pas un mode d'être, et physique, tout ce qui s'effectue dans l'espace et le temps par des actions de proche en proche, taches d'huile, et qui s'ajoutent les unes aux autres. Donc ça, c'est tout ce qui ressort des mécanismes physiques de cause à effet, de ce qu'il appelle très souvent les actions de proche en proche, c'est-à-dire par choc. C'est le vieux mécanisme, finalement, c'est comme ça que Bruyère pense le mode physique, c'est le mécanisme du XVIIe, XVIIIe siècle, hein. Tout ce qui fonctionne par choc, par poussée, par traction, par poulie, par levier ou par déclenchement simplement chimique, par un effet purement chimique, je ne sais pas, une irritation de la peau par un produit chimique. Bon, ça c'est purement physique. Mais le physique n'est pas un mode d'être au sens où ça n'est pas fondamental. Ce qui est fondamental, c'est le deuxième niveau, qui en fait est le premier, le psychologique. Le psychologique implique un autre mode du champ spatio-temporel. Cette fois, un domaine possède une unité propre. Les actions ne s'y transmettent pas par cheminement. La différenciation, comme l'évolution du domaine, est un phénomène d'ensemble. Alors ça va peut-être permettre d'éclairer un petit peu ce que ça veut dire la conscience pour Bruyère. Donc il faut se dire que est un phénomène psychologique, par exemple pour Bruyère, ou quelque chose qui relève du psychologique, un atome ou une molécule chimique, ou le comportement d'une amibe, par exemple, c'est-à-dire d'un petit être vivant unicellulaire, je vous en montrerai une après, dans la mesure où, là, d'après Bruyère, où le fonctionnement du champ perceptif humain ou animal, ou, même si ça demande à être tempéré par le 3e niveau, l'embryogenèse, c'est-à-dire la façon dont, au moins dans les premières étapes, un œuf apparemment simple s'auto-organise, comme si il y avait en lui quelque chose, ou comme s'il était quelque chose qui sait comment se différencier pour réaliser l'être qu'il a à réaliser. Donc ça, c'est le psychologique, hein, un domaine qui possède une unité propre, dans lequel les actions ne se transmettent pas par cheminement. Donc par exemple, dans le cerveau, Bruyère ne peut pas admettre, ou n'admet pas que l'information circule dans le cerveau avec un temps de circulation. Donc, pourtant, aujourd'hui, on est capable de mesurer, hein, même si c'est en millisecondes, etc. Voilà, le cerveau, c'est un de ces êtres, de ces individus qui relèvent du mode psychologique, c'est-à-dire que les choses, ils forment une unité qui sait tout ce qui se passe en lui à tout moment. Et enfin, le vital, alors ça c'est les 2 catégories, du coup, voilà, le physique et le psychique sont en fait les 2 catégories reines de Bruyère, et arrive le vital qui est caractérisé, nous dit-il, par une combinaison des 2 autres, une combinaison à dosage divers des 2 modes précédents, et par le passage incessant de l'un à l'autre. Donc en fait, rien que dans ce truc-là, je n'ai pas forcément besoin, je vous montrerai comme 1 ou 2 trucs pour finir, mais même si on s'arrête là, ça donne déjà une piste vraiment intéressante pour comprendre l'intérêt et en même temps les difficultés dans lesquelles Bruyère va s'embarquer avec cette volonté de parler de la vie et de la biologie. C'est qu'il envisage l'organisme comme quelque chose d'hybride. C'est un hybride, en fait, d'où le titre, c'est un hybride d'amibes et de machines, c'est-à-dire de vivant qui agit, qui s'invente lui-même de façon plastique, de façon souple, qui s'auto-forme, s'auto-invente par lui-même, et en même temps, surtout dans des organismes complexes, de tout un ensemble de mécaniques, voilà, qui sont véritablement mécaniques, je ne sais pas, la structure du squelette par exemple, ou qui sont physico-chimiques, tous les signaux hormonaux par exemple dans le corps. Et un organisme, c'est l'enchevêtrement des 2. Alors,
Ça a un grand intérêt pour Bruyère parce que ça veut dire qu'on va pouvoir, en observant les organismes vivants, en observant comment ils se forment, comment ils se comportent, parce qu'il y a tout un volet aussi de Bruyère qui s'intéresse à l'instinct, au comportement animal. C'est dans la formation de l'organisme d'abord et dans la façon dont cet organisme va se comporter après, c'est-à-dire dans la forme de vie qu'il va adopter, qu'on voit le mieux la dimension psychique, consciente de la vie organique. Mais en même temps, on va pouvoir ménager un espace aux sciences de la nature, à la biologie par exemple, en disant mais t'inquiète pas, tu as ton domaine d'expertise, toi c'est d'étudier tout l'appareillage physico-chimique par lequel ce vivant agit dans le monde, se maintient dans l'être, poursuit ses proies, trouve sa nourriture, se reproduit, etc. Mais néanmoins, tu n'auras jamais le fin mot de l'affaire, puisque ça n'est jamais la vie en tant que telle qu'on étudie de cette manière-là, ni même l'organisme vraiment en tant que tel, mais seulement sa dimension mécanique. Alors le problème, vous le voyez peut-être venir, c'est que ça ressemble fort à une position défensive de quelqu'un qui pourra toujours, aussi loin qu'aillent les progrès de la science, les progrès de la cybernétique pour fabriquer des robots qui imitent le comportement animal, aussi loin qu'iront les progrès de la génétique et de l'embryologie expérimentale pour expliquer comment l'embryon se forme lui-même, etc., il pourra toujours basculer tout ce pan explicatif du côté du mécanique et dire que ça n'atteint pas l'essentiel, puisque ce qu'il faut expliquer, c'est qui est l'être qui se sert de tous ces échafaudages mécaniques qu'il a d'abord construits. C'est ça la grande idée finalement que Bruyère se fait de l'organisme, c'est qu'un organisme, ça n'est pas un échafaudage de muscles, d'eau, de réactions chimiques, etc. C'est l'être qui a construit toutes ces choses et qui se sert de toutes ces choses tout en s'y perdant en partie, parce qu'une fois qu'on est devenu l'organisme qu'on est, eh bien on ne contrôle plus une grande partie de ce qui s'y passe, mais quand même on reste, voilà, où il y a quelque chose en moi dont peut-être ma conscience est le reste, si je puis dire, mais il y a quand même en moi le reste de cette conscience qui a construit mon propre corps et qui se sert de ce corps pour vivre. Alors d'où l'idée de l'amibe et de la machine, puisque Bruyère, dans un de ses livres, L'animal, l'homme et la fonction symbolique, fait une expérience de pensée originale qui rappelle assez le traité de l'homme de Descartes, pour ceux qui connaissent ça, où Descartes imagine le corps-machine, un automate fait tout à la ressemblance, pour imiter entièrement les fonctionnements du corps humain. Eh bien, Bruyère fait une expérience de pensée un peu similaire, où il imagine donc cette fameuse amibe, donc un petit vivant unicellulaire qui fascine Bruyère par sa plasticité, par sa capacité à se déplacer. C'est un être qui n'a pas vraiment de forme déterminée, en tout cas tel que Bruyère le voit, mais qui se déforme, qui peut inventer, si on peut dire, ou développer une sorte de petits bras, de petits pseudopodes pour attraper par exemple une proie et puis la digérer. Donc ça semble à Bruyère vraiment le paradigme du vivant qui n'est pas contraint par une structure, par exemple un squelette, un système nerveux, mais qui s'invente lui-même au fur et à mesure. Et il dit on pourrait prendre cette amibe qui, après tout, a tous les éléments fondamentaux de la vie, puisque l'essentiel est là, pas la conscience réflexive, perceptive, mais en fait tout le reste est là, y compris un certain sens de ce qu'elle a à faire. Et donc si on prenait cette amibe et qu'on la mettait dans un robot, en gros, dans un squelette mécanique, eh bien ça imiterait, dit Bruyère, assez bien, pour peu qu'on lui donne des capteurs pour voir le monde extérieur et voir où elle va, eh bien on se rendrait compte, si on lui mettait un petit clavier pour diriger les bras et les jambes de son organisme, ça imiterait assez bien un organisme complexe.
ce qui est une manière de dire que finalement la partie vraiment vivante en nous, c'est le cerveau, parce que c'est la partie qui a conservé cette plasticité, cette inventivité, cette capacité à se déformer, reformer en permanence de façon dynamique en nous, et pas évidemment le squelette voilà, ou les organes constituent. Voilà, donc si on fait un trajet au pas de course, juste pour vous dire les titres des 7 chapitres et ce qui s'y passe vraiment en un mot. Donc le deuxième chapitre, du coup, s'intéresse aux raisons pour lesquelles, à la façon et aux raisons pour lesquelles Ruyère reprend de façon très approfondie en fait, et très assumée cette idée que le corps, une fois constitué, l'organisme vivant, est semblable à un mécanisme. Parce qu'on pourrait se dire, mais si son but c'est de montrer tout ce qu'il y a de dynamique, tout ce qu'il y a de plastique, toute la dimension auto-formatrice de la vie, ce qui pousserait Ruyère voilà, dans la direction effectivement d'une biologie beaucoup plus moderne, beaucoup plus contemporaine, d'un dépassement du mécanisme, du vieux mécanisme, si on peut dire, du XVIIe siècle. Et bien pas du tout, Ruyère va d'une certaine manière à fond, pour une part, dans cette direction, et c'est parce que l'animal-machine cartésien, au fond, est très utile à un philosophe qui veut défendre la finalité, et Ruyère l'entend bien comme ça, puisque ce corps, il ne fonctionne qu'une fois entièrement construit. Donc, qui l'a construit pour qu'il fonctionne aussi bien ? Il y a bien quelque chose qui a dû penser, en tout cas dit Ruyère, qui a dû penser tous ces organes les uns par rapport aux autres, puisque les poumons tout seuls, le cœur tout seul ne serait rien. Et de fait, le corps-machine de Descartes, c'est une expérience de pensée où on peut l'imaginer créé par Dieu, mais Descartes n'explique pas son émergence. D'ailleurs, Descartes lui-même a essayé, pour une part dans d'autres textes, de donner une explication purement physique, physico-chimique de l'apparition de la vie à partir de la chaleur, de la semence, etc. Mais ça ne colle pas très bien. C'est André Pichot qui a bien montré ça dans son Histoire des notions de vie. C'est très difficile de faire fonctionner ces deux parties-là ensemble. Et donc Ruyère, lui, se sert de ça, en disant, mais voilà, il faut bien, encore une fois, expliquer comment l'œuf sait qu'il a à construire tout cet édifice, et même tous les progrès de la génétique, par exemple, ne vont jamais pousser Ruyère à admettre que voilà, il n'y a pas besoin d'avoir un rapport finalement à un sens transcendant et à une mémoire transcendante de l'espèce pour que l'embryon sache ce qu'il a à faire. Voilà, ça je passe vite. Il y a un troisième chapitre sur lequel je passe parce que c'est assez technique, qui s'emploie à montrer pourquoi Ruyère dit de son propre projet que c'est une monadologie corrigée. Donc un des auteurs voilà, dont Ruyère s'inspire de façon assez libre, c'est Leibniz. C'est visible d'ailleurs dans le petit ouvrage de Deleuze sur Leibniz, hein, le Pli, où il cite Ruyère et il emploie un vocabulaire assez ruyérien. Donc pourquoi Ruyère a pensé son travail comme une monadologie corrigée. Alors ça c'est bon, c'est pour vous montrer quand même une amibe. Voilà, ça c'est l'amibe Dictyostelium discoideum, qui est assez connue, qu'on appelle aussi l'amibe sociale, parce qu'alors elle vit toute seule. Bon, ça c'est quand même... Voilà, je m'arrête 30 secondes là-dessus, parce que ça aide à comprendre Ruyère. Donc c'est un être vivant unicellulaire qui vit donc de manière autonome autant qu'il peut, tant qu'il trouve de la nourriture. Mais s'il manque de nourriture, si les petites amibes manquent de nourriture, eh bien elles se rassemblent et elles forment une sorte de quasi-organisme qui prend la forme d'une petite chenille, hein, d'un petit ver. Je l'avais en vidéo, alors je vous le montrerai après si ça vous amuse. Sinon, vous pouvez trouver ça facilement sur Internet. Donc on voit tous les petits points qui se rassemblent, qui forment comme des petits vers, qui pour le coup peuvent se déplacer, comme si c'était un seul organisme, qui sont comme les cellules d'un organisme. Et ce petit ver va se positionner à un endroit stratégique et former ces jolies structures qu'on a là en photo, des sporocarpes, je crois que c'est leur nom, c'est-à-dire une petite tige avec des spores au bout pour se disperser, pour être dispersés par le vent ou les animaux qui passent et aller trouver de la nourriture plus loin. Donc en fait, elles ont un comportement complexe
comparable à celui d'un organisme. Elles se spécialisent en cours de route pour jouer leur rôle fonctionnel à l'intérieur de ce quasi-organisme. Et ça, c'est très intéressant et en même temps problématique pour une philosophie dont le but, j'ai peut-être pas assez insisté là-dessus, ou dont une des distinctions centrales est de dire qu'il y a des individus qui sont des consciences ou analogues à des consciences qui sont de véritables individus. Donc il y a la série des ce que Ruyère appelle les individus réels, comme c'est voilà, un atome, une molécule, un organisme vivant. Et il y a la série de tout ce qui est, seulement un agrégat, un amas de ces consciences. Mais précisément, un organisme, qu'est-ce que c'est sinon un amas organisé, certes, mais de ces petites consciences primaires, hein, de cellules qui sont chacune analogues à des consciences primaires. Donc ça c'est le genre de phénomène qui intéresse beaucoup Ruyère et en même temps qui lui pose problème parce que ça montre bien que l'individualité en biologie, l'individu en biologie n'a pas de frontières parfaitement nettes et délimitées. Et qu'en fait, ces catégories clairement séparées de individus ou agrégats, par exemple, on a beaucoup de mal à y faire rentrer tout ce qu'on découvre d'étrange et de mystérieux dans le monde vivant. Et d'une certaine manière, je vais peut-être m'arrêter là-dessus. C'est là l'intérêt de la philosophie de la vie de Ruyère, et en même temps, c'est là peut-être ce qui va marquer sa limite et son problème. Je n'ai pas exposé tous ces problèmes, mais voilà. C'est que Ruyère est à la fois très attentif aux faits scientifique, il n'a pas toujours accès à tout, il a des gros points aveugles ou des lectures trop rapides de plein de choses, mais notamment dans les sciences du vivant et dans la cybernétique, les débuts de l'informatique, il est très affûté en termes de connaissance des faits, mais en même temps, il essaye de les interpréter dans des catégories, dans des grandes catégories classiques de la philosophie, comme la conscience et le corps, ou mécanisme ou finalisme, qui finalement ne sont pas taillés peut-être pour ces faits. Du coup, il est sans cesse amené à amender ses propres concepts, ses propres catégories, en disant en fait, c'est pas tout à fait ça. Alors, il y a les individus réels et les agrégats. Mais en fait, dès qu'on regarde un être réellement existant comme un animal, en fait, c'est un individu réel, mais en fait, à l'intérieur, il y a toute une partie qui est mécanique, donc c'est plus vraiment une conscience qui se possède entièrement elle-même, comme était la petite amibe, etc. Donc il est sans cesse en train de devoir amender ces catégories, les atténuer, sans parvenir vraiment peut-être à leur donner un sens bien circonscrit. Et c'est visible aussi dans... Voilà, du coup, je fais un saut sur un des problèmes abordés plus tôt dans la fin du livre. C'est visible aussi dans le fait que finalement, pour expliquer tout ce qui ne lui paraît pas explicable de façon matérialiste par des causes et des effets, du coup, il a immédiatement presque recours à une explication par le transcendant, par des valeurs ou des finalités transcendantes auxquelles les vivants, par exemple, auraient accès. C'est-à-dire comment l'embryon sait ce qu'il a à faire, parce qu'il est en participation. Et là, on retrouve toute une dimension platonicienne ou néo-platonicienne assumée de Ruyère, en disant c'est qu'il est en participation avec la mémoire de son espèce. Et c'est ça qui explique toute cette inventivité dont il fait preuve, c'est qu'en fait, il joue un thème, il joue une mélodie, mais sur un thème qu'il connaît déjà. Mais en même temps, immédiatement, il est obligé d'atténuer ça en disant, mais alors bien sûr, cette mémoire de l'espèce, ça n'est pas une idée platonicienne qui trône dans un ciel des idées, mais alors où est-elle exactement et qu'est-elle exactement? En fait, c'est assez difficile à dire. Évidemment, ça n'exclut pas qu'il y ait toute une part de mécanismes physico-chimiques qu'il faut prendre en compte. Donc bref, il
il est sans cesse obligé, c'est ce qui est intéressant vraiment dans ces tentatives, c'est qu'il est suffisamment attentif aux faits, notamment aux faits biologiques, pour voir à quel point il nous pousse à repenser, à redéfinir nos catégories, certaines des grandes catégories de la philosophie, l'en-soi et le pour-soi, par exemple, sont voilà, une grande dichotomie fondamentale chez Ruyère. Et en même temps, peut-être il ne parvient pas vraiment à donner à ces concepts un sens voilà, suffisamment clair et délimité pour répondre vraiment aux questions auxquelles il se pose lui-même et éviter entièrement les incohérences. Alors, je vois que l'heure a déjà bien tourné, donc peut-être je peux m'arrêter et vous laisser la parole. Je n'ai pas parlé de la dimension politique, voilà, des difficultés, disons, morales et politiques que pose Ruyère, mais bon, si ça vous intéresse, vous me relancerez là-dessus dans les questions. Voilà, je n'ai même que peu avancé dans le parcours dans le plan du livre, mais je crois que c'était déjà bien assez long comme ça, donc je m'arrête là. Oui, je pense que c'est bien. Merci beaucoup. Y a-t-il des questions? Oui. Petite question pour revenir à votre propos initial, puisque vous avez fait votre thèse sous la direction de Renaud Barbaras, à l'époque où il s'intéresse à Patočka, et c'est là qu'il vous parle de Ruyé. Sauf erreur de ma part, d'ailleurs, Patočka a fait traduire Ruyé. Ça, j'avoue, je ne sais pas. Ouais. Quel lien? J'avoue que j'ai du mal à voir comment la pensée de Ruyé peut intéresser Patočka. Je suis pas. Alors, peut intéresser Patočka, ça je peux pas répondre à cette question. En revanche, peut intéresser Renaud Barbaras, je peux un petit peu plus. Voilà. Je pense que c'était plutôt. Enfin, c'est plutôt ça. Hein. Je n'ai pas souvenir qu'il ait approfondi beaucoup une relation entre Patočka et Ruyère. Et pour tout dire, tout ça est quand même un peu loin désormais pour moi. Mais ce qui intéressait Barbaras dans Ruyère, c'était ce concept de conscience, voilà, ce dépassement apparemment possible du dualisme, de l'intérieur quand même de la conscience, c'est-à-dire que bon, Ruyère n'est pas un phénoménologue, c'est peut-être un de ses problèmes d'ailleurs, c'est qu'il part d'une description de la conscience que j'ai essayé maladroitement de restituer tout à l'heure, sa description de l'expérience du champ visuel, mais qui peut-être est une description assez pauvre, en tout cas en regard de ce que les phénoménologues ont pu produire, et il se satisfait peut-être, ou en tout cas il considère que voilà, c'est cet aspect-là de la vie consciente qui est déterminant pour comprendre tout le reste. Néanmoins, il y a quand même cette idée-là, quoi, de partir vraiment d'une description de la conscience pour en tirer une cosmologie. Qui reste quand même très loin des notions d'intentionnalité. Ah ben là, oui, en fait, d'une certaine manière, c'est ce qui l'amène, voilà, en ça, clairement, Ruyère, dans la grande tradition, on dirait, de la métaphysique, de l'ontothéologie, beaucoup plus que de la phénoménologie, il abandonne, mais alors, néanmoins, il n'arrive pas à abandonner l'intentionnalité d'une certaine manière, puisqu'il ne veut pas l'accorder. Ça, c'était l'erreur de Leibniz, dit Ruyère. C'est le mauvais panpsychisme, c'est de voir partout des consciences qui seraient des consciences capables de perception, qui seraient des consciences qui ont un point de vue sur le monde. Bon, ça, dit Ruyère, c'est simplement de l'anthropomorphisme, c'est de projeter la conscience humaine sur le reste du monde. Donc, il faut concevoir la conscience vraiment comme une monade, c'est-à-dire vraiment comme d'abord close sur elle-même, et même le cerveau. Et là, il y a l'intuition quand même forte, je pense, de Ruyère. C'est vraiment arriver à penser le cerveau, voilà, la conscience comme
le cerveau se possédant lui-même, ayant accès à ce qui se passe en lui-même, mais c'est tout, quoi. C'est-à-dire que tout le reste, ça n'est que l'information traitée par le cerveau. Et là, il y aurait peut-être quelque chose, il y a peut-être une intuition intéressante à creuser de Ruyard là-dessus. Mais du coup, la conscience primaire, la conscience de l'embryon, par exemple, elle ne peut pas avoir accès au monde extérieur. Donc, mais il faut bien qu'elle ait accès à un sens, à une direction, à un thème qu'elle doit exécuter, puisque Ruyard refuse que ce soit explicable uniquement par des causes matérielles. Donc l'intention qui n'est pas dirigée, ou la perception qui ne peut pas être perception du monde extérieur et de l'environnement extérieur, qui est un peu un des grands absents de la philosophie ruyardienne, ça va être du coup la perception de quelque chose de transspatial, dit-il, de transcendant, d'une mémoire transcendante de l'espèce, parce qu'il faut bien que cette monade close sur elle-même, elle ait accès à l'information de ce qu'elle doit faire, de ce qu'elle doit être. Et d'où le platonisme finalement de Ruyard, c'est que si elle n'a pas accès au monde en dehors d'elle, elle doit avoir accès à quelque chose qui est situé ailleurs, on ne sait pas où exactement. Voilà. Moi j'aurais juste 2 éléments de réponse sur le... D'abord, Patočka, dans son isolement tchèque, est très désireux de connaître les nouveautés de la pensée française. Il est très nourri, imprégné de pensée française, et en même temps très frustré de pensée française. Il y a une correspondance qui a été publiée il y a quelques temps de Patočka avec Robert Campbell, mathématicien proche de Sartre, et sa femme Jacqueline Pigné, et puis leur fille, la fille de Pigné, Florence Weber, où on voit qu'il demande régulièrement à ce qu'on lui envoie, Patočka, des choses de France, parce qu'il a pas ça. Et après, pourquoi, regardons je veux dire, qu'il s'agisse des temps modernes ou du dernier bouquin de Sartre ou d'intervention de Foucault, il est très preneur de ça. Et je pense que l'idée, à mon avis, c'est si Ruyard peut lui parler, c'est parce que la phénoménologie se développe dans la direction de la vie, au-delà même de la conscience chez Patočka, et je pense qu'il y a là de quoi l'intéresser, quoi. Sachant que l'intentionnalité, elle n'est pas visée de quelque chose hors de la conscience chez Ruyard, mais enfin il y a quand même l'idée du sens de la signification et presque une naturalisation de l'intentionnalité si on y tient. Enfin, je veux dire, en tout cas, si l'intentionnalité a un sens, c'est... Ce qu'il fait rentrer dans le champ conceptuel de Patočka, par contre, on n'a pas idée de la manière dont il le reçoit. On voit qu'effectivement, vous l'expliquez très bien, il peut rentrer dans son champ d'intérêt. Par contre, on n'a pas connaissance de la manière dont Patočka a reçu cette connaissance qu'il a pu avoir de Ruyard. Moi, je n'avais pas connaissance. Mais Non, je sais pas comment... Ça peut être un objet d'étude pour un article à écrire, pour quelqu'un, pas moi. Quelqu'un qui parlerait tchèque, si. C'est possible. Oui, tu as posé la question sur la relation avec Bergson, parce que dans ce que tu as dit, il y a quand même beaucoup d'éléments qui font penser au bergsonisme, le rapport entre la matière et l'esprit, l'idée que la matière finalement dérive d'une conscience originaire, ou ce que tu viens de dire sur la mémoire aussi. Donc est-ce que lui-même s'est exprimé à ce sujet? J'y pensais en voyant le schéma qui représentait le conscient, le psychologique et le vital qui venait en troisième. Est-ce que là il y a une différence justement? C'est-à-dire que le vital, si c'est ceux qui utilisent le mécanique d'une certaine manière, il y a peut-être une différence avec l'idée bergsonienne d'un vital plus fondamental. J'y vais comme ça, avec le petit bonheur. Non, oui, c'est évidemment une grande question de tracer les ponts entre les deux. Alors, Ruyard parle régulièrement de Bergson, mais souvent c'est pour s'en distinguer, et du coup de manière un peu presque méprisante parfois. Alors, il déteste, sans doute parce que leurs projets sont très proches. Tu as tout à fait raison, il y a beaucoup de Bergson en fait. On pourrait presque décrire sans forcer l'ensemble du projet de Ruyard comme une reprise dans ses thèmes, dans ses grandes questions, presque dans un certain découpage des œuvres du projet de Bergson, mais avec des postulats quand même différents et puis des points d'arrivée du coup qui sont différents. Donc il ne peut pas ne pas savoir que son projet est très proche de Bergson, mais
il ne travaille pas lui-même de façon approfondie cette relation. Quand il parle de Bergson, souvent c'est pour se moquer de l'élan vital. Il dit c'est ridicule de dire que la conscience est un élan, voilà, ça n'a aucun sens. Mais néanmoins, on peut quand même dire d'une certaine manière, je sais plus, malheureusement ma mémoire n'est plus, des textes de Ruyard n'est plus aussi bonne que quand je travaillais sur toutes ces choses, mais je ne sais plus si on trouve la formule exacte, mais on peut décrire d'une certaine manière le projet de Ruyard comme le projet de faire pour l'espace ce que Bergson a fait pour le temps. En tout cas, c'est comme ça que lui présente parfois la chose. C'est-à-dire que le projet de Bergson, c'était de dévoiler la durée derrière le temps mesurable de la physique, des horloges. Et bien, d'une certaine manière, le projet de Ruyard, c'est de faire la même chose avec l'espace ou l'étendue, c'est-à-dire de révéler le caractère étendu en fait de la conscience ou de la monade. C'est ça la conscience de Ruyard, finalement, c'est une monade en 3D, quoi, une monade étendue. Et donc de révéler le fait que, de mettre au jour le fait que derrière l'espace découpable, mesurable, champ de force mécanique, d'attraction newtonienne et ainsi de suite, que cet espace et les corps qui s'y meuvent, eh bien, il doit être sous-tendu. Là, pour le coup, peut-être comme chez Leibniz, plus que comme chez Bergson, doit être sous-tendu par quelque chose de plus fondamental, qui est de l'ordre de la conscience. Donc voilà, ça c'est peut-être un point pour les distinguer, on va dire. Le problème fondamental pour Ruyard, c'est le problème de l'espace et du rapport de la conscience à l'espace, ou du fait que la conscience et l'espace, d'une certaine manière, sont une seule et même chose. Alors que l'intuition fondamentale de Bergson, c'est plutôt que ce qui est fondamental, c'est la durée, et que la conscience et la durée sont d'une certaine manière une seule et même chose. Après, on retrouve quand même, ce qui les différencie aussi, c'est que Ruyard admet franchement le finalisme, l'existence de Dieu, qui apparaît d'une certaine manière progressivement chez Bergson, mais qui est le fameux apax de l'évolution créatrice, où ça n'apparaît qu'une fois et tout. Chez Ruyard, c'est assez vite, assez clair que ce qui donne un sens à tout ça, c'est Dieu, qu'on peut faire de la théologie ou s'approcher de la théologie en philosophie, que la finalité n'est pas un gros mot, qu'elle est même tellement évidente dans notre comportement et même dans le comportement du vivant qu'elle est indéniable. Donc sur tous ces aspects-là, c'est peu bergsonien, on va dire. Mais sur l'idée que tu as citée du vital comme quelque chose qui utilise, comme le fait pour une conscience de se construire un corps structuré, etc., j'ai l'impression qu'on peut quand même trouver ça chez Bergson, y compris l'idée que la conscience, une fois qu'elle s'est donné un corps, s'endort d'une certaine manière dans les mécanismes de ce corps ou dans les boucles de comportement de l'instinct qui retombent à l'inconscience, la conscience qui retombe à l'inconscience. On peut trouver ça d'une certaine manière aussi chez Ruyard. Une fois l'organisme construit, il fonctionne. Voilà. Le fonctionnement n'est pas la formation. Voilà. Ce qui intéresse Ruyard, c'est la formation, mais après le fonctionnement, il peut être expliqué mécaniquement. Voilà pour quelques pistes. Je n'ai pas de grande réponse définitive sur cette question. Disons que, peut-être pour le résumer une idée importante en un mot, sur l'évolution de la vie, ce que Bergson met avant tout en exergue, c'est le caractère inventif, créatif, imprévisible de l'histoire de la vie. Et c'est pas absent de Ruyard, qui va quand même proposer l'idée que en fait, le monde, certes c'est Dieu, mais c'est Dieu en train de se faire, de se diviser en organismes, de s'inventer, qui s'inventent eux-mêmes à travers les générations. Donc, une dimension imprévisible et évolutive de la vie chez Ruyard. Mais néanmoins, ce qui lui importe le plus, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est de rappeler que quand même
l'univers ou Dieu fixe des normes, fixe un cadre à ce qui est possible pour la vie et pour le comportement moral et social humain. Et donc tout ça se passe dans un cadre quand même auquel on ne peut pas échapper. Donc c'est pas une créativité vraiment libre, mais c'est une créativité encadrée. Bon voilà, je ne sais pas si ça ouvre des perspectives intéressantes. C'est quelques fils peut-être par lesquels on peut les relier. Mais c'est deux projets qui sont très parallèles, c'est sûr. Oui, c'est une question par rapport au dernier chapitre de votre livre, Ouais. plus sur la politique. J'aimerais savoir si il a essayé de rendre compte de l'existence de tout ce qu'il appelle, de tout ce qu'il met dans le même sac, des idéologies critiques, par des biais qui seraient psychobiologiques ou biologiques. Et pourquoi est-ce qu'il ne l'a pas fait, s'il ne l'a pas fait? Et surtout, si ces idéologies, il les imagine comme des errances de la conscience qui s'éloigne de sa finalité, pourquoi dans ce cas-là on ne peut pas rendre compte de ça comme des mauvaises mutations génétiques, enfin, comme si c'était quelque chose de plus physique et de plus primaire? Alors, c'est vraiment une très bonne question qui mériterait vraiment de se pencher dessus, longuement. Donc je réponds comme ça, mais voilà, c'est pas parole d'évangile. Pourquoi est-ce que... Donc le début de votre question, c'est pourquoi est-ce qu'il ne rend pas compte des idéologies sous la forme de quelque chose de psychobiologique? Je dirais parce que précisément il essaye de tracer, c'est tout le problème, enfin c'est un des problèmes, c'est qu'il essaye de tracer une limite entre les valeurs vitales qui donnent un sens à la vie individuelle et collective, et qui la nourrissent et qui maintiennent par exemple l'harmonie d'un peuple, d'une société, d'une culture, d'une famille, etc. Et puis les idéologies, comme vous l'avez bien dit, il met dans le même sac tout un ensemble de choses qui sont au contraire des déviations, un oubli fâcheux de ces valeurs vitales. Et notamment parce qu'elles sont... Alors, quel est le rapport de l'idéologie au psychobiologique? Peut-être le fait que précisément ce que Ruyère considère comme des idéologies, ce sont les idées, les projets de société, les représentations de l'homme, que lui considère comme ayant oublié la dimension psychobiologique humaine et les contraintes soit comportementales, soit morales, qu'elle devrait nous imposer. C'est-à-dire que c'est... Et là, voilà, pour remettre ça un peu dans le contexte, alors il y a donc, Ruyère, à la fin de sa vie en tout cas, a été proche de la nouvelle droite, donc d'un courant vraiment raciste et fasciste de l'extrême droite française, intéressant néanmoins à étudier, donc, dont la figure principale est Alain de Benoît. Et dans un de ses livres, donc Alain de Benoît a lu Ruyère avec intérêt, il le considère comme un grand penseur. Et pourquoi il le considère comme un grand penseur? Entre autres parce qu'il partage ce qui, pour Alain de Benoît, est l'intuition fondamentale qui définit la droite. Qu'est-ce qu'une pensée de droite? C'est une pensée qui reconnaît qu'il existe des normes indépendantes de nos caprices. Et que voilà, toute culture qui oublie ces normes impérieuses va à sa propre destruction. Et sombrant dans le relativisme, l'idéologie, etc. Donc c'est un peu comme ça, je dirais, qu'on peut peut-être comprendre le rapport des deux pour Ruyère, c'est qu'ils partagent au fond ce point de vue, donc les idéologies, c'est toutes les pensées qui, d'après lui, oublient les contraintes de la psychobiologie. Un exemple typique qui ne lui fait pas honneur, mais bon, malgré tout, je pense qu'il n'est pas réductible à ça, mais quand même, c'est le féminisme qui serait oublieux de la psychobiologie propre des femmes qui, comme chacun sait, sont faites pour être les gardiennes du foyer et sont plus spirituelles, là où les hommes sont plus rationnels, sont plus portés à l'émotion, etc. Donc il y a tout un tas de textes comme ça chez Ruyère. Bon, mais ça permet d'illustrer l'idée, quoi.
L'idéologie ici, c'est toute pensée qui oublie qu'il y a cette contrainte nécessaire. Et aussi, sans doute, toute pensée qui veut homogénéiser l'humanité, quoi, qui voudrait faire le salut de l'humanité tout entière, au lieu de tenir compte des spécificités bioculturelles, on va dire, de chaque peuple. Parce que c'est ça aussi qui rattache Ruyère à la Nouvelle Droite, c'est une défense, mais bon, malheureusement une défense plus raciste que humaniste, de la diversité culturelle comme étant un bien essentiel, quelque chose qu'il faut préserver à tout prix. Voilà, j'avais mis d'ailleurs quelque part. Voilà, un numéro. Alors, Ruyère n'a rien à voir avec ça, hein, mais on retrouve un peu des idées comme ça chez Ruyère. Donc, Éléments, c'est la revue phare de la Nouvelle Droite, comme vous le savez peut-être. Et voilà, ils avaient fait il y a des années un numéro qui s'appelait Le génocide permanent sur la disparition de tous ces peuples. Et donc, voilà, c'est évidemment. Alors, parce qu'il y a toute une influence lévi-straussienne aussi chez Alain de Benoît, et sans doute chez Ruyère aussi. Avec ce côté, il faut défendre absolument l'existence de la diversité des cultures, ce qui est dit comme ça est indiscutable, mais du coup ça va de pair avec la crainte du métissage, de la disparition de ces spécificités voilà, qui sont un mélange de biologie et de culture quand même. Voilà, ça c'est cet aspect-là qui est vraiment dérangeant. Voilà, je ne sais pas si ça répond entièrement à votre question, mais... Pardon. Il y a quand même une manière, si ma mémoire est bonne, chez Ruyère, d'évacuer les idéologies en tant que production politique. C'est lorsqu'il parle des sbroufs. Alors ça vaut ce que ça vaut comme concept, mais ça tend à indiquer que l'idéologie n'est pas un produit comme on peut l'analyser Althusser à l'époque. Oui, c'est effectivement, je dirais qu'il n'y a pas une analyse en profondeur, encore moins une analyse d'inspiration marxiste, de l'idéologie comme produit d'un certain état du corps social, ou des rapports de production, ou de quoi que ce soit de cet ordre-là. L'idéologie, c'est plutôt, oui, de l'esbrouf, et puis l'esprit qui s'intoxique elle-même, quoi, qui s'intoxique lui-même, quoi. L'être humain a cette capacité de dépasser l'instinct, de dépasser le comportement purement organique, vers le monde des valeurs, de jouer avec les valeurs, de jouer avec des notions abstraites, et il finit par s'auto-intoxiquer à ce jeu-là et à oublier son ancrage corporel. Et ça, c'est quand même ce qui... On peut dire que c'est dommage que Ruyère ait tiré ce fil dans un sens vraiment indéfendable, parce qu'il y avait des éléments, et peut-être quelqu'un pourrait s'atteler à reconstruire ça, hein, je ne sais pas, mais... il y avait des éléments peut-être vraiment pertinents dans cette idée que voilà, on est malade de représentation des sociétés ou du comportement humain qui sont totalement abstraits, qui nous ont coupés de notre ancrage naturel, de notre nature d'animal, d'être biologique, de notre besoin d'avoir un environnement, des conditions environnementales viables. Mais bon, voilà, malheureusement, chez Ruyère, ça prend pas trop cet aspect-là, quoi. Voilà, donc oui, il y a ce qu'il dit de l'idéologie, je dirais pas ce qu'il a dit de plus profond, et il met un peu dans le même sac tout ce qu'il n'aime pas, toutes les pensées progressistes, voilà, des années 60, et après, toutes les grandes utopies de transformation du monde, voilà, tout ce qui n'est pas... Et bizarrement, voilà, l'économie libérale pour laquelle il a une immense admiration, là, ça rentre pas dans le champ des modèles beaucoup trop abstraits et oublieux des réalités organiques et écologiques dans lesquelles on se serait fourvoyé. Ça, non, ça malheureusement, ça n'est pas une idéologie d'après Ruyère. Oui. Oui. J'ai été assez frappé dans votre présentation par le fait que vous employiez à plusieurs reprises le mot émergence. Oui. Et Ruyère refuse justement ce qualificatif. Ouais. Mais je me demande si ce n'est pas le signe d'une ambiguïté chez lui, notamment dans les éléments de psychobiologie, où tout le passage sur les individus reprend finalement à de nombreuses reprises des exemples qui sont utilisés dans les théories d'émergence. Oui, alors, si ma langue n'a pas fourché, j'ai effectivement parlé d'émergence
pour dire que moi, c'était des sujets qui m'intéressaient, mais vous avez tout à fait raison de dire et de me pousser à rappeler que s'il y a un postulat fondamental de Ruyère, c'est que l'émergence de la conscience est impossible. C'est vraiment l'émergence de la conscience est impossible. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'elle soit présente dès les constituants fondamentaux de la vie, puisqu'elle ne peut pas apparaître à un moment donné. Donc il faut retracer effectivement toutes les couches, toutes les étapes, toutes les transformations éventuelles de cette conscience, mais sans jamais la perdre à aucune étape. Alors, est-ce que c'est une ambiguïté chez Ruyère? Alors, il n'y a pas d'ambiguïté, je répondrai en deux temps. D'abord, comme je viens de dire, je pense qu'il n'y a pas d'ambiguïté dans le fait que vraiment il refuse la possibilité que ce qu'il refuse, c'est la possibilité que la subjectivité apparaisse à partir d'éléments constituants qui n'auraient aucun caractère de subjectivité, quoi. Ça, si les atomes au fond, n'ont rien qui s'apparente à la conscience. Ça, c'est quand même une question essentielle, une question forte, à laquelle il n'est pas du tout facile de répondre. Si les atomes n'ont aucun caractère de subjectivité, aucun précurseur d'aucune sorte de la subjectivité, alors il semble que la subjectivité est inexplicable. Donc là-dessus, il n'y a pas d'ambiguïté. Mais en fait, il y a quand même de l'ambiguïté, et là je rejoins tout à fait ce que vous dites, c'est qu'il y a quand même de l'émergence, en un certain sens, chez Ruyère, où il y a une volonté, comme je disais, de toujours essayer de montrer comment les choses sortent les unes des autres, ou les niveaux de réalité sortent les uns des autres, la molécule de l'atome, la cellule de la molécule, l'organisme de la cellule, etc., en marquant quand même des différences entre ces différentes strates de réalité, parce qu'il est bien obligé effectivement de reconnaître qu'on peut peut-être parler de la façon dont un embryon se comporte, mais ça ne peut pas avoir exactement le même sens que dire qu'une amibe se comporte, dire qu'une molécule se comporte de telle manière quand elle est en présence d'une autre molécule, ou dire qu'un individu adulte se comporte, je ne sais pas, vis-à-vis de ses enfants, quoi. Donc, Ruyère est en permanence, et ça, voilà, comme visiblement c'est votre cas, mais voilà, si on lit Ruyère, c'est très frappant, il passe son temps à faire des allers-retours entre ces deux aspects, c'est-à-dire d'abord il souligne la continuité, ce qui lui importe le plus c'est de souligner la continuité, genre regardez, il n'y a pas d'émergence, en fait déjà l'œuf est capable de s'autodifférencier, puis l'embryon est capable de s'autoréguler, et puis. Mais en même temps, tout de suite après, systématiquement, il va dire « Mais attention, je ne dis pas que c'est exactement la même chose à toutes les étapes. Bien sûr que, en fait, voilà ce qu'on appelle conscience, ou plutôt voilà, ce qu'on met sous le terme comportement sensé, par exemple, ça ne veut pas dire exactement la même chose quand c'est le comportement sensé de l'embryon, de l'organisme adulte, d'une société tout entière. » Donc en fait, là effectivement, il y a ambiguïté. Moi, je n'ai pas de dépassement à proposer de ça. Peut-être que voilà, ces oscillations un peu permanentes de Ruyère, alors, elles peuvent être le signe du fait qu'il a réussi ou qu'il est sur la piste vraiment de quelque chose. C'est qu'il y a vraiment une transformation de quelque chose dont les éléments fondamentaux sont déjà là au point de départ. Ou alors c'est que voilà, il essaye de distinguer, mais sans arriver vraiment à distinguer. Peut-être, mais peut-être c'est le monde qui est comme ça, qui échappe définitivement aux distinctions. Pareil pour le sens, quoi. Voilà, il y a toute une théorie de comment voilà, la signification langagière émerge à partir de signaux biologiques beaucoup plus anciens, etc. Comment on passe de la cause à effet à la signification, mais enfin bon, ça c'est pas une bonne formule ce que je viens de dire, mais bref. Donc ouais, là, c'est peut-être une ambiguïté indépassable de Ruyère. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Bien, je crois que nous sommes arrivés au terme de la discussion. On a bouclé le cycle, voilà, ça fait, je crois, 2 heures. Oui, c'est déjà beaucoup. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci beaucoup d'être venus.